Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. La naissance des trous noirs stellaires se fait de manière très spectaculaire au cours d'une supernova à effondrement de cœur. Ces gigantesques explosions laissent derrière elles un astre mystérieux, dont le cœur s'est effondré pour former une singularité gravitationnelle, qui nous est cachée par un horizon des événements. Des trous noirs plus ou moins massifs se forment peut-être de manière différente, mais la question qui nous intéresse aujourd'hui concerne la mort de ces astres. Voilà 50 ans, le physicien britannique Stephen Hawking a prédit que les trous noirs pouvaient émettre un rayonnement par un subtil mécanisme faisant intervenir mécanique quantique et relativité générale. Ce rayonnement fait perdre de la masse aux trous noirs, ce qui veut dire que ces derniers s'évaporent lentement lorsqu'ils ne sont plus capables de croître. Cette information nous laisse entrevoir un futur où, dans un univers d'un âge très avancé, les trous noirs s'évaporeront tous complètement. On peut alors se demander comment se passeront ces tout derniers instants. Pour répondre à cette question, il faudrait déjà savoir s'il existe une masse minimale pour les trous noirs. Cela nous permettrait de savoir s'ils resteront des trous noirs jusqu'à avoir émis leurs dernières particules, ou si, passé une certaine limite de masse, ils deviendraient autre chose et perdraient éventuellement leur horizon des événements. Impossible de faire ce travail à partir de la seule relativité générale. Un groupe de physiciens spécialistes de la théorie des cordes s'est donc appuyé sur une théorie modifiée de la gravité pour explorer les derniers instants des trous noirs. Leur cadre théorique permet de déterminer qu'il y aura bien une masse minimale pour les trous noirs, ce qui laisse entrevoir deux scénarios lorsque celle-ci est atteinte par évaporation. Les trous noirs pourraient laisser derrière eux un bloc microscopique de matière très exotique. Ils n'auraient plus d'horizon des événements. L'avantage d'une telle solution, c'est que ce bloc de matière résoudrait le paradoxe de l'information. Dans le cadre de la relativité générale, les trous noirs font en effet disparaître de l'information, ce qui n'est normalement pas possible en physique quantique ou classique. Un trou noir absorbe de la matière et la recrache sous forme de rayonnement de Hawking. Les radiations ainsi formées sont complètement indépendantes de l'état ou de l'histoire du trou noir. Autrement dit, en observant le résultat, il est impossible de déterminer les états précédents. Ce qui devrait normalement être possible, du moins en théorie. Si les trous noirs laissent bel et bien derrière eux un petit bloc de matière exotique, ce dernier devrait porter en lui l'information manquante, résolvant ainsi le paradoxe. L'autre solution possible, c'est qu'une fois la limite de masse inférieure atteinte, le trou noir perde son horizon des événements tout en conservant sa singularité centrale, qui serait alors mise à nu. La relativité générale interdit l'existence des singularités nues, mais des versions modifiées intégrant les contraintes de la mécanique quantique peuvent éventuellement être plus permissives. Cela signifierait qu'il serait théoriquement faisable de contempler l'impossible. Ces questions sont pour le moment purement théoriques, mais auront un véritable impact pratique au cours des âges très avancés de l'univers. Les trous noirs seront probablement les derniers astres de l'univers lorsque toutes les étoiles seront éteintes. Après une longue période dominée par le rayonnement de Hawking, ils finiront par s'évaporer complètement. S'ils laissent quelque chose derrière eux, le destin de l'univers pourrait être assez différent de celui prédit par une évaporation complète. Pour en avoir le cœur net, il faudra commencer par essayer de départager toutes les théories qui se proposent d'unir la relativité générale et la mécanique quantique. De retour sur Terre, on va passer en Chine où la CNSA, l'agence spatiale du pays, continue de s'interroger sur la manière de concevoir son futur lanceur super lourd. Cette fusée géante doit être capable de soutenir le vol habité vers la Lune et une tentative de retour d'échantillons martiens. Elle prend le nom de Long March 9 et a été officiellement approuvée l'année dernière, bien que son développement ait démarré bien avant. Aux dernières nouvelles, la Long March 9 doit être une fusée au kérosène qui décollera à l'aide de 4 boosters latéraux. Mais il semble que les progrès de SpaceX fassent réfléchir ses concepteurs. Une nouvelle architecture vient en effet d'être présentée, et elle emprunte beaucoup au Starship. Un premier étage de 10 mètres de diamètre propulsé par 26 moteurs au méthane, un second étage lui aussi réutilisable pour une hauteur totale de 110 mètres. L'ensemble devrait être capable de propulser 150 tonnes en orbite basse ou 50 tonnes en injection translunaire.
Bon, ce n'est pas la première fois que la Longue Marche 9 évolue, et on a tout de même l'impression que la Chine garde ses options relativement ouvertes. Pour supporter une éventuelle base lunaire, il va cependant falloir s'arrêter sur un concept sans trop tarder. Un projet de ce type est extrêmement complexe, et demande des années et des années de développement, même quand on s'appelle SpaceX. En attendant, la Chine va pouvoir entraîner ses taïkonautes dans sa nouvelle station orbitale qui vient d'être agrandie. Comme on en discutait la semaine dernière, le module Wentian a bien été amarré à la station spatiale du pays, après un décollage qui s'est effectué dimanche sans encombre. Pour la fusée qui l'a propulsée, la Longue Marche 5, c'était le 8e vol. Après des débuts difficiles, elle semble donc maintenant parfaitement opérationnelle, et elle va continuer à mener un calendrier de vol intense. Avec ses 23 tonnes et 18 mètres de long, Wentian vient considérablement agrandir la station chinoise. C'est un laboratoire qui servira à des travaux de recherche. Il contient par ailleurs un nouveau sas de sortie extravéhiculaire qui deviendra à présent le principal point d'entrée et de sortie pour les taïkonautes. Il manque un dernier module pour finaliser la station, qui aura alors une forme de T. Il devrait décoller avant la fin de l'année, signe de l'efficacité remarquable du programme spatial chinois. En France, on ne fait pas encore dans le super lanceur réutilisable au méthane, mais on se prépare à accueillir une nouvelle génération de fusées à Kourou. La semaine dernière, le CNES a signé un accord avec Isar Aerospace pour accueillir le premier micro-lanceur privé sur le centre spatial guyanais. La fusée Spectrum pourra ainsi décoller depuis l'ensemble de lancement de la fusée Diamant, qui avait fait à l'époque les belles heures du programme spatial français. Il a été réaménagé et devrait être prêt à accueillir un premier lancement en 2024. L'entreprise allemande Isar Aerospace a donc maintenant 2 options pour ses lancements. Elle peut tirer depuis le spatioport d'Andoya, en Norvège, ce qui sera pratique pour les orbites polaires, ou depuis Kourou en Guyane pour aller chercher des orbites quasi-équatoriales. On peut imaginer que d'autres micro-lanceurs vont vouloir s'offrir ce même panel d'options. Il n'est donc pas impossible que d'ici une dizaine d'années, la Guyane française déborde d'activités de lancement, à la fois étatiques et privées. On continue avec une actualité qu'on a très rapidement évoquée dans le dossier de l'espace de la semaine dernière, consacré au moteur Raptor 2 de SpaceX. On l'a terminé en disant que d'autres entreprises souhaitent entreprendre des missions privées vers la planète rouge, et c'est ce que nous allons détailler à présent. Voilà une semaine, Relativity Space, l'entreprise américaine qui imprime des fusées en 3D, a fait une annonce conjointe avec la start-up Impulse Space. Elles veulent ensemble lancer en 2024 la première mission martienne privée. Et ce, à l'aide du lanceur Terran Air, qui est une sorte de mini Starship. On pourrait presque le prendre comme un défi lancé à SpaceX. L'annonce pourrait faire sourire, mais bénéficie tout de même d'un certain poids. Relativity Space, avec plus d'1 milliard de dollars levés à ce jour, est assurément un des poids lourds du New Space américain. Impulse Space est une entreprise beaucoup plus récente, puisqu'elle a été fondée en 2021. Elle a tout de même levé en mars dernier 30 millions de dollars. C'est elle qui est chargée de concevoir le vaisseau et l'atterrisseur pour cette mission conjointe. L'annonce est accompagnée de quelques visuels qui nous laissent entrevoir à quoi pourraient ressembler les solutions choisies. Il reste que 2 ans pour aller sur Mars. C'est très très court, surtout pour des entreprises qui n'ont encore jamais rien envoyé dans l'espace. Relativity devrait faire voler sa fusée Terran 1 d'ici la fin de l'année. Mais même en cas de succès, il y aura un travail colossal à fournir pour développer un véhicule entièrement réutilisable, propulsé au méthane et imprimé en 3D. Il faut donc probablement imaginer que la mission prendra au moins quelques années de retard, ce qui n'en ferait pas moins un exploit. Ce que Relativity et Impulse Space comptent faire sur Mars, d'autres entreprises vont le faire sur la Lune dans les mois qui viennent. Ce sera l'occasion de démontrer qu'un atterrissage sur un autre corps est possible pour une start-up du New Space, ce qui donnera un peu plus de crédibilité aux efforts martiens. De ce côté-ci, il faut d'ailleurs noter que la NASA vient de choisir l'entreprise Draper pour déposer en 2025 une charge utile sur la face cachée de la Lune. C'est la 8e mission du programme CLPS qui devra être effectuée contre une enveloppe de 73 millions de dollars. L'atterrisseur de la mission, baptisé Ceres 2, allunira au niveau du bassin de Schrödinger.
La NASA n'a pour le moment jamais mené de mission sur la face cachée de notre satellite, contrairement à la Chine. Il sera intéressant de voir quelle solution sera retenue pour les télécommunications. La mission aura de petits airs d'InSight puisqu'elle devra livrer un sismomètre et une sonde souterraine de mesure de propagation de la chaleur. Des capteurs électromagnétiques compléteront la suite instrumentale. Le New Space américain devrait donc être fermement installé sur la Lune, et peut-être sur Mars d'ici la fin de la décennie. Pour le moment, cela reste pour le bénéfice de la NASA. On verra ensuite si d'autres clients peuvent être trouvés pour construire une véritable économie multiplanétaire. Nous voici en tout cas arrivés au bout de la vidéo. C'est le dernier DNDE avant les vacances estivales pour nous. Nous vous avons comme à l'accoutumée préparé un petit programme estival avec des vidéos qui sortent de l'ordinaire. On espère qu'elles vous plairont. Comme d'habitude, je vous oriente vers l'espace commentaires pour partager vos questions et remarques. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira ce samedi à 17 h. Vous pouvez consulter la description pour des liens vers nos sources, nos podcasts et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous jeudi soir pour un nouveau dossier de l'espace. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.